route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà donc Bernard Cazeneuve, nous sommes ravis avec Mickaël de vous retrouver donc en direct ce matin. On va évidemment parler de votre dossier qui est l'un des dossiers les plus importants du moment puisqu'il s'agit de l'Europe, vous êtes ministre des Affaires européennes. Mais un mot dans la suite de ce que vient de dire et d'évoquer Guillaume Tabar, cette affaire de cannabis. Est-ce que vous êtes totalement solidaire de la position prise par Jean-Marc Ayrault hier soir donc aux 20h de TF1 ? Totalement solidaire. Le Premier ministre s'est exprimé de façon très, très ferme sur ce sujet. Il a rappelé ce qu'était la position du gouvernement. Je suis ministre de ce gouvernement et je n'ai pas d'état d'âme par rapport à la position du Premier ministre, qui correspond par ailleurs sur le fond à ce que j'aurais exprimé moi-même si j'avais été interrogé sur ce sujet. Mais c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on chasse définitivement à gauche l'idée d'un grand débat sur la dépénalisation du cannabis ? Ce débat a eu lieu, il a été tranché par le président de la République pendant la campagne présidentielle de façon extrêmement claire. Mais pourquoi on n'en a plus l'écho ? C'est-à-dire, justement, vous dites que ce débat a lieu, mais finalement, avec Mickaël, ce matin, on dit, mais on s'en souvient plus. Il a été tranché par le président de la République. Le président de la République a pris une position pendant l'élection présidentielle qui n'est pas favorable à la dépénalisation du cannabis. Il n'y aura par conséquent pas de disposition pendant la législature qui s'ouvrira dans quelques semaines favorable à la dépénalisation, et par conséquent le débat a eu lieu, il a été tranché. Alors pourquoi est-ce qu'il revient sur le devant de la scène comme ça, 3 jours des élections législatives ? Mais il ne revient pas sur le devant de la scène, il y a une position gouvernementale. Cette position gouvernementale a été réexprimée par le Premier ministre hier très clairement, et sous la Ve République, c'est la parole du président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre et soutenue par une majorité qui fait la doctrine. Justement, Bernard Cazeneuve, avant que nous parlions des affaires européennes, je reste sur ce sujet-là parce que ça nous amène en fait aux législatives. Vous êtes quand même dans une situation où vous avez, si vous n'avez pas la majorité absolue tout seul, des alliés, on vient d'évoquer justement la position de Mélenchon qui dit « Ah, heureusement que nous ne sommes pas au gouvernement car nous gardons notre liberté de parole » et puis les Verts qui visiblement, c'est dans leur gène, c'est dans leur histoire, ils sont assez incontrôlables. Donc est-ce que ça milite franchement pour que effectivement le PS ait la majorité à lui tout seul ? Le président de la République a montré le cap pendant la campagne présidentielle et il a défini finalement les 3 grandes orientations qui doivent structurer le quinquennat qui s'ouvre. Remettre la justice au cœur de la République. Nous avons commencé à le faire hier en prenant des dispositions très concrètes sur la retraite. Rassembler la République autour de ses valeurs. Une certaine conception de l'égalité. Nous remettons l'école sur le bon chemin en essayant de faire en sorte qu'elle puisse jouer son rôle d'ascenseur social. La fraternité où nous chassons les mauvais débats qui faisaient de mauvaises polémiques, qui créaient un mauvais climat. Et puis, engager l'Europe sur un autre chemin. Voilà les 3 axes qui sont ceux... Oui, mais les alliés remuants. Et par conséquent, si nous voulons mettre en œuvre ce projet de François Hollande, la justice au cœur de la République rassemblée autour de ses valeurs, l'Europe engagée sur un autre chemin, il faut que nous ayons à l'Assemblée nationale une majorité large. Et nous, ce que nous souhaitons, et c'est le message que je veux envoyer ce matin de votre studio à tous ceux qui nous écoutent, si nous voulons réussir le changement porté par le président de la République, il faut les socialistes le plus haut possible, dans un total gauche le plus large possible. Mais si vous êtes avec le Mickaël Front de Zames. gauche, excusez-moi d'insister encore une fois sur cette question, mais si vous êtes avec le Front de gauche, ça change totalement la tournure du quinquennat. C'est la raison pour laquelle je vous dis que, soucieux que nous sommes de voir toutes les composantes de la gauche s'exprimer au sein de la majorité, nous souhaitons que dans le total gauche le plus large possible, les socialistes soient le plus haut possible. C'est d'ailleurs la stratégie qui a été la nôtre au moment de l'élection présidentielle et qui finalement n'a pas été mauvaise pour notre sensibilité, puisque finalement François Hollande a été porté haut au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui a permis la dynamique de victoire au second tour, et c'est sur cette dynamique que nous devons construire une majorité stable qui permette de mettre en œuvre le projet du président de la République. Dernier point sur les législatives avec vous, Mickaël, et après on parle de l'Europe. Est-ce que, comme le dit Édouard Balladur... Moi, ça ne vous étonnera pas fondamentalement que, comme socialiste, je souhaite que les socialistes aient le plus grand nombre de députés possible. Oui, c'est assez consubstantiel. Ça, on a bien parce compris. que ce sont les logiques de la Ve République. Comme le demande Édouard Balladur, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ces élections législatives avec l'élection présidentielle, donc un changement de calendrier, comme on voit aujourd'hui que ces élections législatives intéressent peut-être un petit peu moins les Français ? Attendons de voir quelle sera la participation pour les élections législatives. Souvenez-vous des quelques jours qui précédaient l'élection présidentielle, où on nous annonçait un taux d'abstention record pour l'élection présidentielle. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il faut profiter des heures qui viennent pour appeler à la mobilisation générale, parce que le résultat de l'élection législative n'est pas acquis, parce que le fait que François Hollande ait une majorité pour conduire son action n'est pas acquis, qu'aucune élection n'est gagnée aussi longtemps
que le dernier bulletin dans l'urne n'a pas été mis, et nous souhaitons, encore une fois, je le redis, que la mobilisation la plus large des électeurs de gauche, et notamment socialistes, permette à François Hollande de disposer de la majorité dont il a besoin pour conduire le changement. Vous ne me répondez pas vraiment sur la question que je vous ai posée, c'est-à-dire sur cette question du calendrier. Sur la question du calendrier, pardonnez-moi, je pense qu'il y a une logique aux institutions de la Ve République auxquelles nous sommes attachés. Cette logique, c'est que l'élection présidentielle est une élection qui donne le là de ce que sera la vie politique au cours des années qui suivent. Et qu'il faut que cette élection présidentielle soit bien identifiée dans le paysage politique. Donc c'est pareil. Donc elle reste séparée. L'élection, bien sûr, parce que ce sont deux sources de légitimité démocratique fortes qui doivent s'exprimer dans une temporalité différente, à mon avis. C'est d'ailleurs l'esprit des institutions de la Ve République, tel que le général de Gaulle les avait conçus. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'il faille le rappeler à ceux qui se réclament de sa famille et qui font parfois des propositions institutionnelles qui nous éloignent de ce qu'était l'esprit des institutions qu'ils disent défendre. Alors Bernard Cazeneuve, vous êtes ministre des Affaires européennes. Ce matin, Angela Merkel, on vient de l'apprendre, c'est pas une manière de vous surprendre, mais elle est dans une déclaration, au fond, elle dit qu'il faut absolument qu'on travaille une union politique. Ça, vous le saviez, évidemment, parce que c'est l'un des dossiers qui est sur la table. Mais elle ajoute, ça vient d'arriver, hein, c'est pas une surprise, quitte à accepter une idée d'une Europe à deux vitesses si certains pays bloquent. Parce qu'il y a des questions de méthode dans cette affaire-là, puis des questions d'urgence, la Grèce et l'Espagne. Sur la proposition Merkel d'il y a 30 secondes, ce qu'on vient de me passer, donc une dépêche, est-ce que vous pensez que c'est une solution souhaitable ou envisageable? Non, ça dépend de ce que l'on entend par Europe à deux vitesses. Et comme la dépêche à 30 secondes et que vous l'exprimez de façon très laconique, il m'est difficile de savoir exactement ce que la chancelière exprime lorsqu'elle parle d'Europe à deux vitesses. Mais on peut très bien accepter effectivement qu'il y ait des sujets sur lesquels ceux qui veulent avancent plus vite que ceux qui freinent. Je prends un exemple très concret. La taxe sur les transactions financières, c'est un sujet auquel nous tenons. Nous tenons à la taxe sur les transactions financières, d'abord parce que c'est une taxe qui peut avoir une vertu régulatrice du marché lorsque celui-ci aboutit à des excès, à des outrances ou à des difficultés. Donc, nous sommes favorables à la taxe sur les transactions financières pour des raisons de régulation. Nous y sommes aussi favorables parce qu'elle peut permettre d'accélérer le rétablissement des comptes publics, de dégager des moyens pour la croissance, et puis, au sein de l'Union européenne, d'accompagner des projets de développement ou de lutte contre le réchauffement climatique. Mais cette taxe sur les transactions financières, certains pays n'en veulent pas. Est-ce qu'il faut attendre que tous veuillent la mettre en œuvre pour qu'elle soit effective, ou est-ce que l'on peut... Mais quand elle réclame une Europe politique, ça va bien au-delà de chacun des dossiers. C'est-à-dire qu'elle veut que tout le monde s'engage, au fond, sur la même logique. Ce que je veux vous répondre, c'est qu'il y a, si vous voulez, des sujets sur lesquels on peut concevoir d'avancer avec ceux qui veulent sans attendre ceux qui freinent. Ensuite, il y a la question de l'intégration politique, qui est une question que posent régulièrement les Allemands, en disant, si vous voulez mettre en œuvre les eurobonds, la solidarité plus grande entre les pays de l'Union européenne, notamment sur le plan bancaire, il faut que vous acceptiez... c'est la grande question qui est posée actuellement. Bien sûr, il faut que vous acceptiez un niveau d'intégration plus important. Nous disons qu'il faut aujourd'hui répondre aux urgences de la crise. La crise que connaît l'Europe aujourd'hui, c'est une crise financière, c'est une crise monétaire, c'est une crise aussi politique, parce qu'on voit qu'au sein de l'Union européenne, l'incapacité dans laquelle sont les pays de l'Union, avec les institutions européennes, de surmonter la crise, conduit à une crise démocratique très profonde. Et par conséquent, nous disons, par exemple sur les eurobonds, utilisons cet instrument des eurobonds comme le moyen du redressement de l'Europe, et utilisons aussi cet outil comme le moyen d'une intégration politique plus importante. Parce qu'il est évident que si nous nous dotons d'outils de mutualisation de la dette de demain, non pas la mauvaise dette, mais celle qui fera les investissements productifs, qui feront la croissance et les emplois. Si nous nous engageons dans cette voie-là, il est évident que la question d'une gouvernance économique plus intégrée, et par conséquent d'un progrès de l'Europe politique, se posera. Nous ne sommes pas défavorables, loin s'en faut, à une intégration politique plus importante, mais si nous en faisons la condition de la mobilisation dont nous avons besoin aujourd'hui pour sortir l'Europe de la crise, alors nous n'aurons ni l'intégration politique, ni le redressement. Mais peut-être que le sous-entendu derrière tout ça, c'est de dire au fond, il va y avoir une Europe du Nord et une Europe du Sud, et au fond, elle se retourne peut-être vers les Français en disant, mais au fond, vous êtes dans quel camp, vous, les Français? Non, mais cette idée qu'il y ait une Europe du Nord et une Europe du Sud est une très mauvaise idée, une très mauvaise vision. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu la chancelière allemande proposer cette vision dichotomique de l'Union européenne. Jamais. Il n'y a pas une Europe du Sud et une Europe du Nord. Il y a une Europe
dans laquelle il y a les pays que l'on dit de la convergence, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de développement, de maîtrise de leur déficit d'industrialisation qui leur permet d'assurer un niveau de développement de leur population important, et les pays dits de la cohésion, qui bénéficient d'ailleurs Mais votre gouvernement, Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout dans l'idée de trouver un accord avec Angela Merkel? Car à partir du moment où il va falloir lui demander de l'argent pour sortir un certain nombre de pays de l'ornière, on voit bien que c'est une certaine forme de chantage. Ou vous acceptez mon Europe politique, et à ce moment-là, moi je veux bien vous aider à débloquer des fonds pour sauver la Grèce, l'Espagne et les autres, ou vous n'acceptez pas, et à ce moment-là, ça va être chacun pour soi. C'est quand même ça, le sous-texte, comme on dit au théâtre. Très honnêtement, y compris dans la discussion avec les Allemands, et j'ai rencontré à la fois le ministre délégué auprès de Mme Merkel, mon homologue allemand, et nous avons rencontré avec Laurent Fabius les responsables italiens, le président de la République, M. Monti, mon homologue italien, il y a de cela 24 heures. Le débat au sein de l'Union européenne ne se pose pas tout à fait dans les termes que vous venez d'indiquer. Il y a bien entendu la position allemande, et la position allemande, c'est nous voulons la discipline budgétaire avant tout, et les mesures de croissance que nous préconisons sont des mesures qui renvoient aux logiques du marché intérieur, c'est-à-dire essentiellement à des logiques de dérégulation et de déréglementation. Mais nous voyons en même temps, à côté de ce discours traditionnel de l'Allemagne, un autre discours qui commence à poindre. Lorsque nous évoquons avec la chancelière allemande de la croissance, elle commence à accepter le principe de grands projets d'investissement. Elle évoque les eurobonds, désormais très régulièrement dans ses discours, en disant ça peut être le point d'aboutissement de la démarche dans laquelle nous sommes engagés. Or, tous ces sujets n'étaient pas sur le métier il y a de cela quelques semaines. Donc, la discussion progresse de façon itérative. Et je constate d'ailleurs, dans les relations que nous avons pu avoir avec nos amis italiens... On termine après question de Michael, ce que le temps passe. Il y a de cela 24 heures avec nos amis italiens, nous débattions de ces sujets. Et je constate que sur la croissance, sur la mobilisation des fonds structurels, sur l'idée qui est en discussion au Parlement européen, alors je vous parle de l'intégration ou non dans les déficits des investissements productifs publics des États, tous ces sujets sont désormais sur le métier. Et notre objectif, c'est d'essayer de construire, autour de toutes ces questions, le meilleur compromis politique pour faire en sorte que la croissance soit bien au cœur des politiques de l'Union. Bernard Cazeneuve, dernière question au niveau européen, mais sur un tout autre sujet. L'Euro de football commence dans quelques jours. Les politiques français boycotteront l'épreuve en Ukraine. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est logique que la politique s'immisce dans une compétition sportive ? Non, mais la politique s'est toujours immiscée dans les compétitions sportives. Il y a des sujets qui ont une dimension symbolique, qui renvoient à des choses essentielles, et il est parfois normal que, sur un certain nombre de questions, on profite du contexte pour exprimer de façon forte des positions. Ce n'est pas fait de façon agressive, c'est fait de façon symbolique pour rappeler des positions auxquelles nous tenons. Et est-ce que, je reviens au dossier précédent, pardonnez-moi, il reste 30 secondes, mais est-ce que vous n'avez quand même pas la crainte, parce qu'il existe une vraie pression, encore une fois ce matin, et de Barack Obama et du patron de la BCE, Mario Draghi, qui vous dit, finalement, entendez-vous, on n'a plus le temps maintenant. C'est-à-dire le bras de fer Hollande-Merkel, c'est bien gentil, mais dépêchez-vous. Il n'y a pas de bras de fer Hollande-Merkel. Il y a une Europe qui est en pleine crise, une situation grecque dont on voit à quel point elle est préoccupante, et une situation espagnole qui est également un sujet de préoccupation très fort pour les dirigeants de l'Union. Et un ensemble de pays qui essaie de façon itérative de trouver autour finalement des orientations proposées par le président de la République française, des solutions consensuelles, de bons compromis pour mettre la croissance au cœur des politiques de l'Union. C'est ce compromis indispensable au redressement de l'Europe qu'il nous faut. Si vous achetez un cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh, où il est produit dans des conditions